Bonjour mes petits hobbits, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo en extérieur. J'avais envie de profiter un petit peu du soleil et du beau temps, de la chaleur. Par contre, je suis sous un arbre et donc forcément j'ai j'ai des petits rayons de lumière là comme ça qui viennent sur ma figure. Donc je suis désolée, alors je vais essayer de... de toute façon je peux être n'importe où, hein, ça va rien changer. Après peut-être qu'au fur et à mesure de la vidéo, comme le soleil va changer de position, ce sera moins grave, je ne sais pas. Écoutez, ça va être les aléas d'aujourd'hui. Aujourd'hui je vais vous parler de livres que j'ai lus et dont j'ai regardé l'adaptation cinématographique derrière. Donc ça peut être un film, une série, ça peut être une sortie récente ou quelque chose de beaucoup plus ancien. Je suis désolée, je sais pas si vous entendez, mais j'ai une poule qui vient de pondre. Oui ma puce, bravo, c'est super. J'ai donc sélectionné quelques livres qui ont eu une adaptation cinématographique et qui m'intéressaient. Et donc j'ai lu les livres et ensuite j'ai regardé les adaptations parce que j'aime bien faire ça dans ce sens-là. Je suis pas trop adepte de d'abord regarder le film et ensuite lire le livre, sauf si, j'ai pas eu le choix en fait, j'ai regardé le film et c'est ça qui m'a donné envie de lire le livre et je savais pas que c'était un livre à la base, ça peut arriver aussi, mais autrement je préfère faire dans cet ordre-là. Donc aujourd'hui je vais vous présenter 6 œuvres, donc 6 livres et 6 adaptations. Je vais commencer dès maintenant parce que je pense que ça va être un petit peu long. Alors tout au cours de cette vidéo, je vous donnerai mon avis avec spoiler et sans spoiler. Donc je commencerai forcément avec l'avis sans spoiler, hein, vous inquiétez pas. Mais je vous dirai un moment où je vais commencer à parler de spoil. Alors je vais pas raconter non plus toute l'histoire, mais au moins le début et des moments marquants, je pense. Si vous n'avez pas lu les livres, ou si vous n'avez pas vu le film et la série et que vous comptez le faire, je vous conseillerais de skipper un peu ces parties-là. Je vous mettrai les timecodes, vous inquiétez pas, il y aura le chapitrage. Mais voilà, je préfère vous prévenir. Le premier livre dont je vais vous parler, c'est Liaison dangereuse de Pierre Choderlos de Laclos. Donc que j'ai lu novembre-décembre, quelque chose comme ça. Et qui a eu une adaptation qui est sortie justement en novembre. Il me semble que c'était fin novembre, si je dis pas de bêtises, qui est Merteuil. Donc une série qui est sortie sur Canal+, une série française. Que je vous donne quelques petites informations. Donc Liaison dangereuse est sortie en 1782. Et l'adaptation, donc comme je vous disais, en 2025 sur Canal+. L'adaptation a été réalisée par Jessica Palud avec Anna Maria Bartolomé, Diane Kruger, Vincent Lacoste. On a aussi... comment il s'appelle ? J'ai oublié son nom. Liaison dangereuse a également eu d'autres adaptations, mais beaucoup plus vieilles, avec notamment une dernière qui était Cruelles Intentions en 1999. Donc ce livre est un roman épistolaire, donc c'est sous forme de lettres que vont s'échanger différents personnages. Dedans nous allons suivre surtout notre... Marquise Comtesse, c'est quoi déjà son nom ? Dans ce roman, nous allons suivre plus particulièrement la marquise de Merteuil qui va vouloir se venger de son ancien amant, le comte de Guercourt. Et pour ça, elle va demander à son ami, le vicomte de Valmont, de séduire Cécile de Volanges, donc qui est la fiancée de Guercourt. Mais Valmont va refuser puisqu'il a une toute autre ambition, c'est de séduire Madame de Tourvel, qui est une jeune femme déjà mariée, mais aussi très pieuse, et donc c'est un défi qu'il veut relever. Puisque dans ce roman, nous allons suivre des personnes qui sont assez perverses, qui veulent manipuler, qui veulent jouer en fait avec les tentations, avec l'interdit pour pouvoir s'amuser, en fait se divertir. C'est comme ça qu'ils s'amusent, donc notamment Valmont et Merteuil. Donc j'avais vraiment pas mal aimé ce roman. Le côté épistolaire, j'avais trouvé que c'était très intéressant parce que justement on n'avait que la vision des personnages, ce qui voulait bien dire aux autres personnages. Donc on oscillait vraiment entre la vérité et le mensonge. On savait pas exactement quoi croire et quoi ne pas croire. Également on avait beaucoup d'interprétations puisque il ne disait pas tout, surtout au niveau des événements. C'était un petit peu flou parfois, donc ça laissait beaucoup supposer de choses, ce qui pouvait être très intéressant justement pour une série puisqu'on pouvait avoir l'interprétation de différentes personnes. Donc ça j'ai beaucoup aimé. Je l'ai trouvé un peu long à certains moments, notamment dans les déclarations enflammées de certains personnages. C'était un peu redondant, ça m'a un peu moins plu. Mais autrement j'ai trouvé que ce livre était très bien à lire. Faut s'accrocher pour certains passages parce qu'on est quand même sur un langage soutenu, on est sur des lettres du XVIIIe siècle, donc c'est vrai que c'est pas une lecture facile, mais en tout cas j'avais quand même passé un très bon moment. Et donc j'ai regardé la série Merteuil, comme je vous disais, une série française qui est sortie sur Canal+. Je vais peut-être poser le livre maintenant. Déjà dans un premier temps, je trouve que cette série
série, elle est vraiment très très belle. Le casting, il est incroyable, vraiment, on a que des très bons acteurs. C'est Lucas Bravo que j'avais oublié. Donc il y a Lucas Bravo, Diane Kruger, Anna Maria Bartolomé et également Vincent Lacoste. Ils sont tous genre trop bien dedans. La photographie, les décors, l'ambiance, enfin vraiment tout y est, c'est vraiment trop bien à ce niveau-là. Par contre, la série va beaucoup plus se focaliser sur le passé justement de Merteuil. On va vraiment déjà se focaliser sur Merteuil, mais également sur comment elle en est arrivée là, puisque dans Liaison dangereuse, dans le livre, on commence vraiment avec une marquise, donc qui est déjà marquise, et qui est également déjà très manipulatrice, qui veut faire un complot en fait, qui veut manipuler son monde. Je vais peut-être pas sortir tous les termes avec manipuler dedans, mais vous voyez l'idée. En tout cas, elle veut se venger. Enfin, elle veut se venger, c'est pas totalement dit pourquoi elle veut se venger. C'est surtout par plaisir, par divertissement, parce qu'elle a envie, voilà, de semer le trouble en fait autour d'elle et de avoir la satisfaction de se dire que c'est elle qui a fait ça. Donc on est avec un personnage comme ça qui est très complexe. On n'a pas trop ses motivations, le pourquoi, du comment elle en est arrivée là à faire justement ce genre de complot, d'intrigue en fait, ce qui est expliqué en fait dans la série. Dans la série, ils ont pris le parti pris de commencer avec une jeune Merteuil très naïve et d'expliquer comment elle en est arrivée à ce taux de perversion, comment la société de l'époque en fait l'a pervertie complètement. Ce que j'ai trouvé assez intéressant, ça m'a pas mal intrigué ce côté de rajouter toute une histoire entre Valmont et Merteuil, enfin de raconter comment ils se sont connus, comment ils se sont rencontrés. Mais j'ai trouvé que ça affaiblissait beaucoup le personnage de Merteuil et que ça enlevait un petit peu ce côté mauvais, un peu pervers qu'ils ont de base. Là, ça les rendait plus humains, ça expliquait pourquoi ils font ça, ce qui, dans Liaison dangereuse, n'est pas le propos en fait. On veut pas nous les rendre humains, on veut pas nous les rendre sympathiques, on nous montre juste comment des personnes qui ont du pouvoir peuvent intriguer et puis manipuler pour arriver à leur fin par pur divertissement sans forcément avoir un objectif précis. Et c'est ça que j'avais trouvé quand même pas mal intéressant. Ce qui est un petit peu enlevé dans la série Merteuil. Et donc pour la partie spoiler, parce qu'il va falloir quand même qu'on en parle, il va falloir que je détaille un petit peu, puisque là je vous l'ai fait dans les grandes lignes, mais parlons plus particulièrement de ce qui m'a plu et ce qui m'a déplu dans cette série. Alors, ce qui m'a plu, c'est-à-dire qu'au tout début, franchement l'histoire de la backstory que je vous explique, mais on nous dit que en fait Valmont, dès le début, il a fait une intrigue, il a comploté pour se marier avec notre jeune, comment elle s'appelle déjà ? La marquise de Merteuil, mais quand elle est jeune. C'est pas grave, pour faciliter le truc, je vais quand même l'appeler Merteuil, mais à l'époque elle s'appelle pas Merteuil forcément, parce que elle a pas trop de titres. Mais en tout cas, on va voir que quand elle était jeune, quand elle était dans le couvent, donc encore innocente, naïve, tout ça, en fait elle s'est fait complètement embobiner par Valmont, qui l'a séduite pour pouvoir l'épouser, sauf qu'il l'épouse sous un autre nom, donc c'est pas lui vraiment qui l'épouse, et il va ensuite l'abandonner après avoir consommé ce mariage. Donc elle se retrouve victime de ce complot. Ce complot qui a été organisé aussi par Madame de Rosemonde, qui est la tante de Valmont. Et en fait, dans le livre, Madame de Rosemonde, c'est une vieille femme au bord de la mort qui est très sympathique avec tout le monde, qui conseille tout le monde, qui a en fait ce rôle justement de conseillère. Enfin, c'est la psy en fait de nos personnages. Elle nous permet en fait d'avoir un peu plus de psychologie sur pas mal des personnages, alors que là dans la série, Madame de Rosemonde en fait elle est complètement complice de Valmont, notamment pour cette intrigue du début, et tout du long ça va être un peu le mentor de Merteuil pour l'emmener du côté obscur de la force, pour vraiment la pervertir et l'aider justement à faire des intrigues et à trouver une place dans cette société qui est ma foi pas très sympathique quoi. Déjà on a un personnage en effet, Madame de Rosemonde, qui est incarnée par Diane Kruger, qui est totalement différente, ce qui peut être intéressant, ce qui m'a pas trop dérangé. Franchement, j'ai trouvé que justement ça donnait un petit second souffle à ce personnage, même si du coup il a rien à voir avec celui du livre, et ça peut expliquer pas mal de choses, sauf que moi, ce qui me gêne, c'est que je trouve que dans cette série, du coup, Merteuil n'a pas le même poids que dans le livre. Dans le livre, on est quand même sur une femme, comme je vous disais, qui est manipulatrice, qui est seule et qui fait tout ça toute seule, qui, en fait, décide de le faire. On l'a pas forcée à faire des manigances, à réaliser des complots,
à pervertir les gens, à faire ceci, cela. On la force pas, elle le fait d'elle-même et elle le fait très bien et très intelligemment. Alors que là, dans la série, elle est un peu mise au pied du mur. T'es dans le jeu en fait malgré toi, tu dois comploter, tu dois t'en sortir, c'est une question de vie ou de mort, puisque même dès le début, on nous montre qu'elle manque de mettre fin à ses jours, donc on est vraiment sur une question de vie ou de mort, elle n'a pas le choix. Là où dans le livre, elle le fait consciemment en fait, c'est elle qui décide de réaliser ses complots. Elle pourrait très bien s'en sortir sans aucun problème, en étant très gentille avec tout le monde, etc. En étant polie et tout ce que vous voulez. Ce qu'elle ne fait pas. Donc je trouve que là, du coup, on n'a pas du tout le même personnage. Enfin, on a une vision vraiment très très différente du personnage. Après, je sais pas si c'est moi qui l'ai interprété de cette manière-là et je me trompe totalement, mais en tout cas, moi, c'est la vision que j'avais de Merteuil dans le livre. Un autre truc qui m'a un petit peu chagrinée, c'est tout le traitement de Madame de Tourvel. Madame de Tourvel, comme je vous disais, c'est celle qui est une femme mariée, qui est très pieuse et en fait qui va se faire complètement séduire par Valmont. Dans le livre, on la prévient un petit peu tard quand même que Valmont est quelqu'un de fondamentalement mauvais, que justement l'intérêt qu'il lui porte n'est pas sain et qu'il est calculé. Ça on lui dit un peu tard, elle a déjà des sentiments pour lui et elle du coup décide de le croire lui et toute la période de séduction elle se fait très lentement, très insidieusement, il fait ça bien hein, clairement, alors que dans la série déjà elle arrive très tard, Madame de Tourvel, et on lui dit clairement que c'est un homme mauvais et en fait elle y va sciemment. Et ça, j'ai pas compris. Et son traitement, il est pas du tout prolongé. Dans le livre, on a vraiment son histoire du début à la fin. On voit les répercussions qu'a cette relation sur elle, puisque forcément, il se foutait un peu d'elle, donc ça la détruit. Là, on le voit pas, on a l'impression que vraiment, elle y va consciemment, que ça la dérange pas. Et que du coup ça lui fait ni chaud ni froid après quand ça se termine quoi. Ça je trouve que c'était vraiment dommage, surtout que dans le livre, je vous dis il se fout d'elle oui et non parce qu'en fait il y a vraiment l'orgueil de Valmont qui va prendre le dessus, puisque dans le livre on comprend un petit peu, et alors là c'est comme je vous disais, hein, c'est vraiment les interprétations des gens, mais en tout cas voilà mon interprétation du livre. Pour moi Valmont est tombé quand même amoureux de Madame de Tourvel, un peu tombé dans le piège concrètement du piège qu'il a lui-même tendu, hein. Mais pour moi il est tombé amoureux de Madame de Tourvel, mais comme Merteuil se fout de lui dit que vraiment c'est la honte d'être tombé dans son propre piège, par orgueil il fait genre non, qu'il est pas tombé amoureux d'elle, qu'il en a rien à faire, et donc il en joue en fait, et on a justement ce côté, on sait pas trop est-ce qu'il l'aime, est-ce qu'il l'aime pas, mais en tout cas on voit qu'il a un énorme conflit avec Merteuil par rapport à ça, que ça casse quelque chose entre les deux amis, et j'insiste bien entre les deux amis parce que certes il va vouloir consommer avec elle, mais moi de mon point de vue il n'y a rien de vraiment sentimental, c'est plus pour moi une domination qu'il veut mettre sur une femme puissante et une femme intelligente, mais pas forcément un désir vraiment amoureux. Pour moi c'est juste un objectif à atteindre, un défi encore une fois qu'il se met, mais plus par ego et plus par orgueil plutôt que par amour. Là où, pour moi, il a plus de sentiments pour Madame de Tourvel. Mais encore une fois, c'est les interprétations, parce que dans le livre, c'est un peu flou. La série, elle est partie du principe que vraiment, il aime Merteuil. Mais il n'y a aucune ambiguïté, c'est vraiment, il aime et il l'aime, quoi. Et ça, je trouve ça un peu dommage. On n'a pas ce côté, on ne sait pas trop, c'est à nous d'interpréter. Là, du début jusqu'à la fin de la série, il est vraiment amoureux transi de Merteuil et il fait tout pour la protéger. Ouais, ce qui change un peu en fait l'histoire, c'est ça qui me gêne, c'est qu'il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a rien. Et ça, c'était un peu dommage. Et ça a changé quand même pas mal d'événements, parce que du coup, ils essayent de reprendre quand même des événements du livre. Il n'y a pas énormément d'événements dans le livre, mais il y en a quand même quelques-uns. Et ils essayent de les reprendre, sauf que du coup, les tenants et les aboutissants ne sont pas vraiment les mêmes. Donc ça a moins d'impact, je trouve, dans la série que dans le roman. Donc j'ai trouvé ça un peu dommage. Mais voilà, en tout cas pour mon avis, donc avec spoiler. Donc en définitif, j'ai bien aimé le livre, même si je trouve qu'il n'est pas incroyable et qu'il n'est pas évident à lire. Je sais pas si c'est celui que je conseillerais forcément à n'importe qui. La série, je l'ai trouvée très bien. Par contre, je trouve qu'elle s'éloigne quand même pas mal du livre, donc
à vous de voir. Je pense qu'on peut regarder les deux vraiment indépendamment, qu'ils n'ont pas non plus énormément à voir l'un l'autre. Mais si je devais conseiller à quelqu'un, je pense que je conseillerais quand même davantage la série, sauf si c'est quelqu'un qui aime vraiment lire souvent et lire des classiques, là je lui conseillerais le livre, mais autrement je pense que je conseillerais plus facilement la série que le livre, malgré tout ce que je vous ai dit précédemment. Je pense que ça vous surprend, mais quand même. Voilà pour cette première adaptation. Le deuxième roman que j'ai lu pour cette vidéo, c'est People We Meet on Vacation de Emily Henry, qui est paru donc en 2021, qui a eu son adaptation Netflix en 2026, qui s'appelle également People We Meet on Vacation, qui a été réalisé par Brett Haley. Je ne connais pas d'autres films de ce réalisateur, et qui est joué par Emily Bader et Tom Blyth. Et très prochainement, nous aurons d'autres adaptations d'Emily Henry, puisqu'ils ont préparé Beach Read, Book Lover et Funny Story. Dans cette histoire, donc dans le livre, nous allons suivre Poppy et Alex, qui sont deux meilleurs amis, mais deux amis qui sont vraiment très très différents, puisque lui est assez réservé, c'est un littéraire, il aime bien lire, il n'est pas forcément fou de voyage, alors qu'elle, elle est vraiment très très solaire, très extravertie, et qu'elle vit vraiment pour voyager, c'est même son métier. Ils vont se faire un petit marché comme ça, quand ils vont devenir meilleurs amis, chaque année, ils vont se retrouver pour aller faire des vacances quelque part. Et donc, ils ont fait ça sur 8 ans, et notre livre commence 2 ans après un voyage en Croatie. Et en fait, depuis ce voyage, ils ne se parlent plus vraiment. Et notre petite Poppy va essayer justement de renouer le contact avec lui en préparant un ultime voyage qui est censé raviver en fait toutes les étincelles qu'ils avaient eues dans les voyages précédents et faire comme au bon vieux temps quoi. Et donc nous sommes avec un trope de Friends to Lovers. C'était un livre justement que j'ai vraiment adoré, ça fait partie de mes coups de cœur romance de l'année 2025 puisque je l'ai lu en 2025. J'ai adoré comme je vous dis, surtout parce que je suis pas du tout trop Friends to Lovers normalement, c'est vraiment pas mon truc. Et là je trouve que ça avait été vraiment très bien fait, ça m'a réconcilié un peu avec le genre parce que les Friends to Lovers me font un peu ce sentiment d'inciter les gens à croire qu'une amitié homme-femme n'existe pas. Et là c'était bien fait dans le sens où dès le début il y a une ambiguïté, ils sont pas vraiment amis en fait, ils sont vraiment amoureux l'un de l'autre, c'est juste ils ne se l'avouent pas quoi. Mais voilà, donc j'ai adoré le livre. Dans le livre que je vous explique, on va avoir donc les scènes du présent, mais également les voyages qu'ils ont fait dans le passé. On a des petits retours en arrière comme ça, et on essaye de comprendre pourquoi ils ne se sont pas revus depuis 2 ans. Et voilà, donc c'est un très très bon livre, franchement, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc pour l'adaptation cinématographique, donc si je vous fais l'avis sans spoiler, je l'ai trouvé bien, je trouve que l'alchimie, elle passe bien entre les deux personnages. On a plein d'événements marquants dans le livre qui sont bien retransmis dans le film, je trouve ça assez sympa. Il y a pas mal de petits clins d'œil quand même pour les lecteurs, il y a quelques petits trucs comme ça où si on a lu le livre, on le remarque, si on l'a pas lu, c'est pas gênant, ça change rien. J'ai trouvé que c'était une bonne petite romance, franchement, ça passe plutôt bien. Après, j'ai quand même quelques petits bémols, notamment par rapport à l'histoire originelle, donc par rapport au livre, où il y a quelques événements qui sont un peu moins bien retransmis, et je trouve que les personnages sont un peu plus caricaturaux, même si leur alchimie, je trouve, fonctionne plutôt bien. Notamment Tom Blyth, moi j'ai beaucoup aimé Tom Blyth dedans. En avis sans spoiler, je pense que j'ai pas trop grand chose d'autre à dire. Maintenant passons à l'avis avec spoiler. Donc déjà, comme je vous disais, le présent, on est avec un voyage qu'ils vont organiser pour renouer ensemble. Ce voyage est organisé en fait pour précéder le mariage du frère d'Alex. Donc ils y vont en fait pour une bonne raison. Poppy fait croire à Alex que ce voyage va être organisé par son entreprise de voyage et que du coup elle débourse rien, alors que l'organisme qui emploie Poppy, donc qui est un organisme de voyage, a refusé en fait ce voyage, donc c'est elle qui le paye de sa poche et elle n'est pas très fortunée. Donc elle fait un truc vraiment low cost pour pouvoir renouer, notamment dans leur début quand ils étaient étudiants et qui partaient un petit peu à l'aventure comme ça. Donc ce côté un peu retour aux sources. Et donc ça, c'est quand même quelque chose qui est assez important puisque c'est elle qui a vraiment l'ambition en fait de faire ce voyage pour renouer avec Alex. Et dans le film, c'est pas du tout ça, puisque dans le film, c'est son entreprise qui lui dit « Ah bah oui, vas-y, c'est eux qui payent,
ils y vont pas ensemble en fait, ils se retrouvent à l'aéroport par inadvertance et donc c'est là qu'ils renouent un petit peu. Il n'y a pas cette ambition en fait de Poppy et d'Alex de renouer, c'est vraiment un enchaînement en fait d'événements qui fait qu'ils vont passer du temps ensemble. Bon, forcément ils en ont envie, mais il n'y a pas l'intention qui est présente. Donc ça m'a un petit peu saoulée. Et puis pourquoi ils ont fait un voyage en Espagne alors que dans le livre c'est encore aux États-Unis, je sais pas, j'ai pas compris pourquoi d'un coup bam on va en Espagne. Surtout que c'est pas utilisé du tout, donc j'ai pas trop vu l'intérêt. J'ai trouvé également que au niveau des personnages, comme je vous disais, sont un peu plus caricaturaux, notamment la rencontre entre Poppy et Alex. Poppy, elle est insupportable, hein. Ils en ont fait quelqu'un de vraiment très agaçant, elle arrête pas de parler, c'est très exagéré par rapport à ce qui est dans le livre. Dans le livre, oui, elle est solaire, oui, elle part un peu dans tous les sens, elle est un peu folle quoi, mais c'est pas à ce point-là quoi, là vraiment elle est agaçante. Et lui dans le film, il paraît un peu insensible quand même à certains moments, ce qui est pas du tout le cas dans le livre, notamment il y a tout un moment où ils s'embrassent. Et le lendemain, il demande Sarah en mariage. Genre, je vois pas du tout le Alex du livre faire ça, en fait. Je trouve que ça le rend un peu connard, quand même, sur les bords, de faire ça, parce que, pourquoi Juste pourquoi Je sais pas, ça m'a un peu choquée à ce moment-là. J'étais... Bon, ok. Et il y a une scène qui m'a vraiment déçue parce que je l'ai trouvée vraiment poignante dans le livre, c'est le moment où elle fait le test de grossesse, puisque que je vous explique, Poppy est avec un homme à ce moment-là, je sais plus du tout c'est quoi son nom d'ailleurs, mais elle a un copain et ils vont en vacances à 4, justement, c'est en Toscane je crois, avec donc en mode de couple quoi. Et en fait elle est un peu malade, elle vomit tout ça et donc elle se dit je dois être enceinte, et donc elle va voir Alex complètement paniquée en lui expliquant ça, et donc ils vont faire un test de grossesse pour voir ce qu'il en est. Donc elle va pas du tout voir son copain, elle va voir d'abord Alex. Donc ça prouve déjà l'importance qu'elle porte à Alex et au fait que c'est vraiment sa personne de confiance en fait, quoi qu'il arrive, même quand elle est en couple. Donc déjà ça montre ça c'est présent dans le film, il n'y a pas de problème. Mais en fait au moment où il découvre qu'elle est pas enceinte, la réaction entre le Alex du livre et le Alex du film n'est pas du tout la même. Dans le livre, Alex, il est soulagé comme pas possible et il en pleure parce que il a une très mauvaise expérience des personnes enceintes. Ça lui a réveillé en fait des traumatismes qu'il avait depuis l'enfance, puisque sa mère est morte en couche. Donc ça lui a fait vraiment très peur de perdre Poppy, et donc il se met à pleurer et à vraiment pas être bien, et on voit que ça change énormément dans leur relation parce que c'est vraiment un moment où il montre qu'il tient à elle vraiment, qu'il voit pas trop en fait sa vie sans elle, que c'est vraiment un attachement qui est vraiment sincère et qui est profond. Alors que dans le film, en fait, ils ont fait un moment romantique où ils s'embrassent, où ils sont soulagés qu'elle ne soit pas enceinte, mais ils s'embrassent et ça devient romantique en fait. Ce qui, pour moi, n'a pas trop à voir. Alors du coup, c'est parce qu'ils n'ont pas fait aussi l'autre scène où justement ils s'embrassent en Croatie, si je me trompe pas. En fait, ils ont fait en sorte que le voyage en Toscane et le voyage en Croatie soient un seul et même voyage pour gagner du temps, je pense. Mais du coup, pour moi, c'était quand même deux événements qui étaient très importants dans le livre, que je trouve qu'ils n'auraient pas dû enlever. Alors qu'au contraire, nous mettre la scène avec la statue qui est dégueulasse, qu'ils doivent ramener et qui est vraiment pas belle, ça, je pense qu'on aurait pu l'enlever, quoi. Je sais pas, il y a quelques petits moments où je me suis dit ça c'était peut-être pas nécessaire, mais par contre ces deux scènes-là, je les trouve vraiment tellement importantes pour la construction de leur relation que ça m'a un peu énervé qu'ils fassent des raccourcis comme ça. Donc voilà, donc je trouve que la relation, elle est un peu moins bien ficelée quand même dans le film que dans le livre. Après, faut pas oublier qu'ils sont obligés de raccourcir quand même les choses. Ils peuvent pas nous faire un film de 7 heures, ça c'est sûr, je comprends bien. Mais voilà, il y a quelques petits trucs, je trouve qu'ils auraient pu le faire un petit peu autrement. Et donc pour conclure, j'ai bien aimé les deux. Franchement, j'ai quand même une préférence pour le livre. Je pense que si vous devez ne voir qu'un seul, ce serait le livre. Après, si vous n'aimez pas les romances, vous pouvez regarder le film. Mais bon, si vous n'aimez pas la romance, franchement, ni l'un ni l'autre, je pense. Mais en tout cas, je conseillerais beaucoup plus le livre que le film. Mais après, le film est quand même assez sympa à regarder comme ça. C'est vraiment très bien, ça passe bien, c'est assez chouette. Voilà. Mais il casse pas trois pattes à un canard pour moi par rapport au livre. Voilà. La prochaine œuvre dont je vais vous parler, c'est Chronique du Chevalier Errant de George R.R. Martin, et donc de son adaptation en série avec The Night of the Seven Kingdoms.
Donc pour le livre, nous sommes 90 ans avant le trône de fer. Nous allons suivre Dunk le Grand, qui est un chevalier errant, qui est tout jeune, qui vient de perdre son mentor, donc son chevalier, et qui va participer à un tournoi pour pouvoir gagner un petit peu d'argent et de la réputation. Il a un très grand code de l'honneur, donc il veut être un chevalier dans tout ce qu'il y a de plus standard, avec beaucoup d'honneur, beaucoup de grandeur, etc. Protéger la veuve et l'orphelin, enfin vous voyez un peu le genre, c'est quelqu'un qui est très chevaleresque en fait, justement. Et donc quand il va se rendre à ce tournoi, il va tomber sur Luff, qui est un jeune enfant qui veut devenir son écuyer en fait. Directement il lui dit je veux être votre écuyer. Lui il dit non, j'ai pas besoin, je veux pas, dégage. Ce jeune garçon va insister et Dunk va se rendre compte qu'il est quand même pas mal cultivé, qu'il est plutôt débrouillard et qu'il va pouvoir l'aider en fait. Donc il va accepter de le prendre sous son aile et donc qu'il devienne son écuyer, et on va suivre justement les aventures de ces deux personnages dans donc un Westeros qui est donc 100 ans avant le trône de fer, donc qui est gouverné par les Targaryens. C'est un recueil de 3 nouvelles, donc on a 3 nouvelles différentes, et la série va du coup se pencher une saison, une nouvelle. Que je vous donne un petit peu des renseignements, donc comme je vous disais, la série s'appelle A Night of the Seven Kingdoms. C'est une série qui est sortie en 2025 sur HBO. Et ça a été créé par George R.R. Martin et Ira Parker, avec Peter Claffey et Dexter Sol Ansel. Et donc c'est dans la même lignée que Game of Thrones et que House of the Dragons. Alors au niveau du livre, ça a été un énorme coup de cœur pour moi, si ce n'est ma meilleure lecture de 2025. J'ai vraiment adoré, parce que déjà je suis une grande fan de tout l'univers du Trône de Fer, de tout l'univers qui a été créé par George R.R. Martin. J'adore, et je trouve justement que ce recueil de 3 nouvelles, il est vraiment beaucoup plus accessible, il est très palpitant, ça n'arrête pas, on a vraiment 3 nouvelles qui sont différentes et en même temps qui sont liées puisque c'est les mêmes personnages, mais ouais, elles ont chacun leur identité propre et j'ai vraiment kiffé ces 3 nouvelles, je les ai trouvées incroyables. On a un Westeros qui est un peu différent parce qu'il est un peu plus limité. Alors c'est George, donc il nous met quand même 3 plâtrés de personnages, enfin je veux dire il y a vraiment un lore qui est quand même très développé, mais beaucoup moins quand même que dans le Trône de Fer, c'est plus accessible, on va pas se mentir. Mais voilà, j'ai adoré en tout cas le roman. Et pour la série, j'ai adoré aussi, j'ai trouvé que c'était très fidèle justement aux nouvelles, que on avait bien toute l'ambiance, le duo d'acteurs, mais ils sont incroyables franchement, ils ont une alchimie entre deux. Ah, ils sont trop bien, on a envie d'être leur pote. Le gamin, il est trop mignon, il incarne vraiment bien Luff. C'est vraiment comme ça que je me l'imaginais. Et Dunk, ouais, il a ce côté vraiment très naïf, ingénu, et en même temps de vouloir bien faire et d'être quand même avec une posture qui est quand même très imposante, et je trouve que vraiment ils ont choisi des très bons personnages pour cette série. On a un humour qui est quand même un petit peu voilà, mais en même temps je trouve que ça colle plutôt bien avec l'ambiance, avec la série, donc j'ai vraiment aimé. Alors je vais pas avoir trop de parties avec spoil pour cette œuvre là, parce que comme je vous disais en fait j'ai trouvé qu'il était très très fidèle au livre, et que j'ai rien à dire en fait de critique ou de quoi, mis à part l'encenser, je ne sais pas quoi faire. Vraiment j'ai adoré. Si, il y a juste que par contre un épisode de 30 minutes toutes les semaines, mon Dieu, vous voulez ma mort quoi, parce que ça passe tellement vite, on en voulait encore à la fin de l'épisode. On est un peu sur sa fin, on est un peu en mode donnez-moi la suite s'il vous plaît. Il me semble qu'il y a 6 épisodes, c'est 6 épisodes de 30 minutes et ça passe tellement tout seul quoi, c'est assez dingue, j'ai vraiment adoré. Et donc j'ai hâte d'avoir la saison 2. Alors je ne sais pas s'ils mettront 1 an ou 2 ans à la tournée. Après je me dis que comme ils sont avec un acteur qui est un enfant, je pense qu'ils vont essayer de se dépêcher, parce que s'il grandit trop, ça risque d'être un petit peu plus compliqué, parce que je sais pas quel âge il a actuellement, je pense qu'il doit avoir 10 ans, quelque chose comme ça. Donc je pense, j'espère qu'on aura une saison par an, ça serait vraiment pas mal. Et comme je vous disais, il y a 3 nouvelles, donc 3 saisons. Voilà, je sais pas si jamais ils en feront d'autres, ça va dépendre si George décide de nous faire d'autres nouvelles. Franchement, je dirais pas non, mais si on pouvait avoir plutôt un intégral 6, ce serait pas mal quand même. En tout cas, sors-moi quelque chose s'il te plaît George. Donc voilà pour cette œuvre-ci. La suivante, c'est Orgueil et Préjugés de Jane Austen. Je l'ai enfin lu. Wouh! Donc on est sur Orgueil et Préjugés qui est sorti en 1813.
Et moi je vous parle de l'adaptation qui s'appelle également Orgueil et Préjugés, qui est sortie en 2005, qui était réalisée par Joe Wright, qui a également réalisé Reviens-moi et Anna Karenine. Je crois que les deux sont aussi avec Keira Knightley, si je dis pas de bêtises. En tout cas, Reviens-moi, il y a Keira Knightley aussi dedans. C'est avec comme acteur Keira Knightley et Matthew McFadyen. Et après, il y a énormément d'adaptations, hein. Notamment, il y a eu une mini-série donc, de BBC qui est sortie en 1995 avec Colin Firth et Jennifer Hale. Apparemment, c'est celle qui est considérée comme la plus fidèle au roman. Faudrait peut-être que je la décote et que je la regarde. Je sais pas si c'est celle-ci que ma mère a en coffret, qu'elle avait adoré, mais je ne sais plus si c'est celui-ci. Faudrait que je me renseigne. Et si c'est celui-là, je lui emprunterai bien. Je regarderai bien, parce que ça m'a vraiment pas mal plu. Donc pour revenir sur Orgueil et Préjugés, nous allons suivre Elizabeth Bennet, qui habite avec ses 4 sœurs et ses parents dans une petite ville dans la campagne anglaise. Alors je ne sais plus exactement où c'est en Angleterre, mais dans la campagne anglaise. Et sa vie va être un petit peu chamboulée, puisque un jour, il y a Monsieur Bingley qui va emménager en fait pas très loin, et sauf que c'est un homme qui est quand même plutôt bien placé, qui a pas mal d'argent, et donc sa mère va avoir qu'une seule obsession, faire en sorte que l'une de ses filles épouse justement ce Monsieur Bingley, sauf qu'il ne va pas revenir tout seul puisqu'il va venir avec un de ses très proches amis, Monsieur Darcy, et aussi ses sœurs. Nous allons avoir donc sa grande sœur Jane qui va tomber sous le charme de Monsieur Bingley. Les deux en fait justement vont tomber sous le charme l'un de l'autre, et Elisabeth elle va avoir une relation très particulière avec Monsieur Darcy puisque elle le déteste. Elle le trouve vraiment très mal poli et elle aime bien le titiller comme ça dans des dialogues un peu piquants quand même, je trouve. Ce roman, je l'ai adoré, j'ai trouvé ça trop bien. Vraiment, j'ai eu un côté addictif avec ce roman comme j'ai rarement eu pour des classiques. J'avais un petit peu peur au début parce que je me disais que comme c'est un classique, il va peut-être être écrit d'une manière un peu pompeuse. Des fois, on a des phrases, on va dire un peu en vieux français, qui sont compliquées à comprendre ou quoi. Et là, pas du tout. C'était très fluide. C'est addictif, comme je vous dis. On n'a pas envie de lâcher le livre. Les événements s'enchaînent tellement rapidement. C'est vraiment palpitant, il y a plein d'événements qui s'enchaînent comme ça. Alors c'est sur une très longue période quand même que se passe le livre, mais en même temps on n'a pas le temps de respirer. Elle nous fait des bonds dans le temps quand même qui font que on ne s'ennuie jamais. Et ouais, j'ai trouvé ça très très sympa franchement à lire, c'était vraiment très chouette. Et les personnages sont hyper bien développé, je trouve. Notamment, le titre est vraiment très très bien choisi. Quand on le lit, on comprend vraiment pourquoi ça s'appelle Orgueil et Préjugés. On voit l'orgueil, on voit les préjugés. J'ai vraiment adoré lire ce roman. Après, pour l'adaptation, j'ai trouvé que l'adaptation était vraiment très très fidèle au roman. Après, ils font comme ils peuvent parce que, encore une fois, ils peuvent pas vous faire un film de 15 heures, donc ça s'enchaîne vraiment très très vite. Comme on n'a pas de repère temporel, on a vraiment l'impression que tout s'enchaîne en une semaine. Par contre, c'est peut-être le petit bémol, mais on a des scènes vraiment iconiques qui sont trop bien, qui diffèrent un petit peu du roman, mais en film on comprend en fait pourquoi ils sont obligés de faire ça comme ça, parce que dans le roman on voit les sentiments qui se développent, qui changent au fur et à mesure, mais c'est beaucoup dans les pensées quand même de Elisabeth et dans tout ce qu'elle dit en fait aux gens qui sont autour d'elle, ce qui n'est pas possible en fait dans le film. Et donc on a vraiment des scènes beaucoup plus passionnées, qui vont être plus spontanées on va dire, et qui marchent hyper bien je trouve dans le film. Et donc j'ai vraiment passé un excellent moment en regardant ce film et en lisant ce livre. Et alors je vais pas vraiment avoir de partie avec spoiler parce que je le trouve hyper fidèle. Je dirais même que si quelqu'un ne veut pas lire le livre et veut justement regarder un film pour avoir l'histoire assez rapidement, je trouve qu'il est très bien pour ça. On voit bien en fait tous les événements qui se passent dans le livre. Le seul truc, on va dire que le livre ne peut pas forcément retransmettre comme dans le roman, c'est plutôt l'ambiance, le côté sociétal, toutes les subtilités, on va dire, de la société de l'époque, de comment ça marche si on n'est pas marié, du déshonneur qu'on a si on fait ceci, si on fait cela, enfin tout ça, c'est vrai que c'est un peu moins présent dans le film forcément, même si je trouve qu'ils le font plutôt quand même pas mal. Pareil, les personnages vont être un peu moins développés forcément dans le film que dans le livre, même si encore une fois, je trouve que les acteurs réussissent vraiment bien à retransmettre toute leur personnalité, leur caractère, puisque notre Monsieur Darcy, on voit qu'il est quand même assez orgueilleux, mais quand même assez sensible. On voit en fait toute la palette de sentiments qu'il peut avoir et de complexité qu'il y a derrière ce personnage.
Pareil pour Elisabeth, donc je trouve vraiment qu'on est sur une très bonne adaptation. Et du coup, je conseillerais les deux. Vraiment, par contre, lisez le livre. Si vous aimez lire, lisez le livre, il est trop bien. Vraiment, je trouve qu'il passe très très bien. Mais après, si vous n'aimez pas lire et vous n'aimez pas lire les classiques, vous n'aimez pas lire de la romance, même si je trouve que on est plus sur une petite critique de la société de l'époque. Enfin, c'est vraiment quelque chose quand même de très ancré dans l'historique. C'est pas une romance comme on peut avoir de nos jours, hein, donc ça, c'est pas trop lourd, on va dire, en termes de romance. Même si, oui, ça tourne autour de la romance, forcément. Mais c'est pas cucu, c'est pas très cucu les petits oiseaux en mode niais et tout ça. Donc ça va, ça passe complètement. Et donc je vous conseillerais les deux, vraiment. Comme Chronique du Chevalier Errant, je crois que je l'ai pas dit, mais Chronique du Chevalier Errant, je vous conseille les deux, vraiment. Lisez le livre, il est trop bien. Et regardez la série, elle est trop bien. Donc les deux. Voilà. Ah, ensuite, la prochaine œuvre dont on va parler, c'est Projet Dernière Chance de Andy Weir. Andy Weir, je sais pas comment on dit, je suis désolée, qui est sorti en 2021, qui est un livre de science-fiction et qui a été adapté avec le titre Projet Dernière Chance en français, mais Project Hail Mary pour les Anglais, qui est sorti en 2026, qui est réalisé par Phil Lord et Christopher Miller, qui sont également ceux qui ont réalisé Spider-Man Into the Spider-Verse et The Lego Movie. Et les acteurs sont Ryan Gosling et Sandra Hüller. Je sais pas si ça se dit comme ça. Et voilà, et donc c'est l'auteur qui a également écrit Seul sur Mars, qui avait également été adapté par Ridley Scott. J'ai pas vu Seul sur Mars d'ailleurs, et je l'ai pas lu non plus. Ça pourrait être intéressant de le faire, puisque ce livre fait également partie de mes coups de cœur. Du coup 2026, puisque je l'ai lu il y a un mois. Je l'ai lu pour le mois de mars, il me semble. Mais ce livre a été un coup de cœur. Alors je l'ai écouté en livre audio et je pense que si je devais le relire, je le ferais plus en version papier, même si le livre audio était très bien. Mais je trouve que par rapport au contenu, à la densité de ce dont on nous parle et au fait qu'il faut vraiment être très attentif à tout, je pense que c'est mieux de le lire en version papier et d'être vraiment attentif, puisque toute la première partie, on va voir énormément de science. On va nous expliquer plein de choses, puisque, que je vous fasse le synopsis, nous y suivons donc un homme qui se réveille dans un vaisseau spatial et qui ne se souvient de rien. Il ne sait pas ce qu'il fait là, il ne sait pas pourquoi il est là, il sait juste qu'il est dans un vaisseau spatial et qu'il vient de se réveiller à côté de 2 cadavres. Il va essayer de se remémorer son passé et comment il en est arrivé là. Avec les premiers souvenirs, je ne vais pas vous en dire plus, mais avec les premiers souvenirs, on apprend qu'il s'appelle Ryland Grace, que c'est un professeur de sciences dans un collège et qu'il a été débauché, si on veut, pour étudier ce qu'on appelle des astrophages, qui sont des êtres vivants, mais bon, des petites cellules, quoi, qui mangent en fait l'énergie qu'il y a du soleil et donc qui font baisser la température sur Terre et qui vont provoquer justement l'extinction de l'homme sur Terre, puisqu'on aura trop baissé de température. Voilà, en gros pour les grandes lignes. On est sur un roman de science-fiction qui se base énormément sur la science et qui va vraiment vouloir tout expliquer. On n'est pas sur quelque chose où il va y avoir énormément d'action, de trucs, de pan, c'est pas la guerre des étoiles, vous voyez. Mais par contre, on va nous décrire étape par étape toutes les expériences donc qu'ils vont mettre en place pour pouvoir comprendre comment vivent les astrophages, comment ils se reproduisent et comment faire en fait pour sauver la planète. Donc on va vraiment avoir tout ce déroulement, toutes ces expériences scientifiques qui vont nous être expliquées de A à Z. C'est hyper poussé scientifiquement parlant. Après, je pense que vous pouvez lire en faisant totalement abstraction de tout ça, mais je trouverais ça dommage quand même parce que c'est tellement bien fourni, bien construit que déjà on y croit. Je sais même pas s'ils arrivent vraiment à nous berner sur des trucs, si jamais c'est cohérent de A à Z tout ce qu'il dit. S'il y a des moments quand même où forcément c'est faux, mais ça reste cohérent, ça reste plausible, on y croit et c'est hyper prenant, je trouve, comme livre. Et donc pour l'œuvre, je suis allée la voir au cinéma. Et je suis allée la voir avec mon mari qui lui forcément n'a pas lu le livre et donc je voulais vraiment lui montrer en fait cette œuvre puisque j'avais tellement aimé le livre et je savais qu'il allait pas le lire que je voulais vraiment quand même l'imprégner un petit peu de cette histoire. J'avais besoin d'en parler avec quelqu'un et notamment avec lui, donc je l'ai obligé à aller voir le film. Il a beaucoup aimé et moi aussi j'ai vraiment beaucoup aimé ce film puisque il reste quand même dans la lignée
de ce livre, on a justement tout ce côté un peu humoristique, on a ce personnage qui est assez décalé, on a forcément tout le déroulé en fait, du livre, on reste sur la même trame. Il fait très humain ce film, il nous prend aux tripes, il en fait pas des tonnes. On voit en fait qu'ils veulent pas nous en mettre non plus plein la vue, c'est pas un Avenger quoi, mais ça nous prend par les sentiments en fait, et je l'ai trouvé vraiment très bien, je l'ai beaucoup aimé. Le seul truc que je pourrais reprocher, c'est que forcément tout le côté scientifique passe un petit peu à la trappe. Alors on nous met quand même des détails, mais c'est vraiment les très très grandes lignes. On va plutôt se focaliser sur le développement du personnage principal, sur son évolution, sur les relations avec les autres personnages, plus que sur le côté scientifique et sur comment il fait pour répondre à sa problématique quoi. Donc c'est peut-être ça, on va dire, le petit point négatif. Et alors maintenant pour la partie avec spoiler, parce que j'ai quand même quelques petits trucs à dire, surtout que maintenant qu'on est entre nous, qu'on est qu'avec des personnes qui ont soit lu le livre, soit regardé le film, c'est très dur en fait de parler de cette œuvre sans parler de notre Rocky. Rocky, je l'aime tellement. J'avais un attachement tellement fort pour Rocky dans le livre que j'ai eu quand même un petit peu peur, mais dans le film c'est pareil, genre la relation entre Rocky et Ryland, elle est autant dans le livre que dans le film. Je trouve que ça ils l'ont très bien fait. Comme je vous dis, on nous prend par les sentiments, on nous prend par les tripes. C'est des personnages qui sont profondément humains, qui sont bons, qui développent une relation qui est incroyable. Alors autant dans le film, ça va un peu plus vite, même si je trouve qu'ils ont quand même beaucoup plus développé cette partie, mais dans le livre forcément comme on a 15 heures d'écoute, c'est hyper bien développé, c'est trop cool. Alors, ce que je pourrais donner quand même comme autre petite critique, c'est que j'ai eu très très peur au début par rapport à l'humour et par rapport au traitement de Ryland, parce que je trouvais qu'il faisait beaucoup moins intelligent que dans le livre, puisque dans le livre, certes, il est un peu décalé, mais bon, comme on est dans ses pensées, on voit vraiment tout le raisonnement qu'il a, on voit qu'il a un bagage scientifique qui est incroyable, qu'il réfléchit énormément, et dès qu'il se réveille, il se met au boulot, il charbonne, et il essaye de vraiment comprendre tout ce qui se passe, il fait plein de calculs, il fait comme il peut, etc. Alors que là, dans le film, quand il se réveille dans le vaisseau tout seul, en fait, directement, son premier réflexe, c'est de nous faire une crise existentielle, de déprimer et de boire de la vodka. Donc je me suis dit, oula, c'est pas du tout le même personnage que ce que j'ai vu, moi, personnellement, dans le livre, donc j'ai eu un petit peu peur, mais après ça va, ils se sont rattrapés. Mais ouais, je dirais que j'ai quand même cette petite critique, c'est que personnellement, entre le Ryland du livre et le Ryland du film, je trouve qu'ils n'ont pas le même niveau intellectuel, en tout cas de ce qu'on ressent, parce que dans le film c'est pareil, comme on n'est pas dans ses pensées, ils vont utiliser un autre personnage avec qui il va parler, avec qui il va développer justement ses expériences, donc on a un peu moins l'impression qu'il fait ça tout seul. Même quand il trouve des idées, on a l'impression que c'est insufflé par d'autres personnes pour pouvoir créer comme ça cette dynamique, parce qu'on n'est pas dans sa tête, donc c'est compliqué à faire autrement. Donc je comprends pourquoi ils font ça, mais c'est vrai que du coup je trouve qu'il fait un peu plus clownesque, qu'on se demande même des fois pourquoi c'est lui qu'ils ont pris pour mettre dans le vaisseau spatial et pas un autre, quoi, parce que il paraît pas non plus d'être le plus calé, quoi. Alors que dans le livre on voit que clairement il est vraiment calé en la matière. Pour finir par rapport à ces œuvres là, si vous aimez les sciences, lisez le bouquin, vraiment il est hyper bien, il mêle science et sentiments. Moi j'ai vraiment passé un très très bon moment en le lisant. Faut s'accrocher un peu au début, parce que c'est vrai qu'au début on pourrait se demander où est-ce qu'ils veulent nous emmener, et surtout ne vous spoilez pas, ne regardez rien d'autre. Bon alors là, si vous avez écouté ma partie avec spoiler, ça craint, même si je trouve que ça va, j'ai pas trop parlé, mais essayez d'éviter de vous spoiler. Si vous comptez lire le livre, vraiment lisez-le avant de regarder l'adaptation, lisez-le sans trop regarder les résumés, tout ça. Si vous aimez les sciences, vraiment allez-y. Par contre, si vous êtes un peu moins féru de sciences, que ça vous fait un peu peur de parler d'expériences scientifiques, de propriétés mathématiques ou quoi que ce soit, enfin que c'est pas votre cam, la science-fiction c'est de base pas trop votre cam, franchement regardez le film, parce que le film il passe hyper bien. Comme je vous dis, mon mari qui savait pas du tout où il mettait les pieds, je lui avais juste dit que c'était un mec qui se réveillait dans un vaisseau spatial, et il a adoré, il a trouvé ça très bien, et justement il a trouvé qu'on était plus sur un
un film, j'ai envie de dire à l'ancienne, pas les gros blockbusters plein d'action qui veulent trop en faire quoi. Là il était très content de ça, c'est qu'on est sur un film qui bouleverse un peu les codes qu'on a eu justement sur les vaisseaux spatials, sur l'astronomie en règle générale, et qui est humain quoi, qui nous prend par les sentiments. Donc voilà, moi je vous conseillerais les deux de base, mais si vous voulez lire le livre, lisez vraiment le avant de regarder le film. Voilà. Et enfin, la dernière œuvre dont je voulais vous parler, c'est Frankenstein de Marie Shelley. Je sais toujours pas, mais bref. Ce livre est sorti en 1818. Il s'appelait aussi Le Prométhée moderne. Et je vais vous parler également donc du film Frankenstein qui est sorti sur Netflix en 2025, qui a été réalisé par Guillermo del Toro, que l'on ne présente plus mais qui a fait également Le Labyrinthe de Pan, Pinocchio, etc. Et qui est joué par Oscar Isaac, Jacob Elordi et Mia Goth. Il y a eu plein d'autres adaptations de Frankenstein, mais en tout cas c'est la dernière en date. Dans ce livre, c'est un peu particulier parce que tout le monde connaît un peu le monstre de Frankenstein. Maintenant, si je vous fais vraiment le synopsis du livre, on va commencer par découvrir un équipage avec un capitaine qui est dans l'océan Arctique ou Antarctique, je ne sais plus, enfin l'un des deux, on est dans le grand froid, et qui va recueillir un homme qui est un peu échoué en fait, on ne sait pas trop ce qu'il fait là, et donc il va le recueillir et cet homme va lui raconter son histoire. Et il va lui expliquer, puisqu'il s'appelle Victor Frankenstein, il va lui expliquer en fait qu'il est à la poursuite de sa création, puisqu'il a créé à partir de morceaux de cadavres la vie. Il a créé un monstre et que justement il essaye de le pourchasser pour pouvoir mettre fin à ses jours. Et on apprend en fait tout le déroulé de comment il l'a créé, de ce qui s'est passé juste après. Et en fait, ce roman, moi au tout début, quand j'ai voulu le lire, je me suis dit que ça allait être quelque chose qui allait beaucoup être dans l'action, dans, pas comment vous dire, mais justement un peu plus ce côté scientifique. En tout cas, j'ai été surprise par le propos du roman, puisque dedans, on va vraiment avoir la psychologie des personnages et un questionnement sur le bien et le mal et sur l'apparence physique des gens. Je vais m'expliquer un peu plus particulièrement quand je serai dans la partie avec spoiler, mais en tout cas voilà, faut savoir que ce roman parle énormément de psychologie, de philosophie, avec beaucoup d'événements marquants, très marquants et très durs quand même. Et c'est un roman que j'ai adoré, vraiment, j'ai passé un super bon moment de lecture, je l'ai trouvé hyper prenant. J'ai trouvé hyper prenant, il était très très fluide, il y a beaucoup d'événements qui s'enchaînent, il est palpitant. On a justement, comme je vous disais, un questionnement qui est très bien amené et qui fait beaucoup réfléchir, mais sans en faire trop en fait. On n'est pas en train de nous mettre ça sous le nez en disant « allez-y, réfléchissez », vous voyez ce que je veux dire ? C'est une œuvre, on peut la lire en regardant juste les événements qui se passent, en se posant pas de questions, et en se disant c'est une bonne histoire. Mais on peut également essayer de réfléchir vraiment aux motivations de chaque personnage, de pourquoi ils ont fait ça, de comment ils en sont arrivés là. Et là je trouve que ça prend toute une autre dimension. C'est ça que j'ai vraiment aimé dans ce roman. Pour l'adaptation cinématographique, alors déjà c'est du Guillermo del Toro, donc c'est un peu gothique, donc ce qui va très bien avec le livre. On est sur une colorimétrie, une photographie qui est très intéressante, qui est très belle à voir. Moi j'ai regardé dans ma salle de cinéma et c'est vrai que c'est visuellement très beau, les acteurs jouent très bien, on est dedans, c'est très chouette. Au niveau de l'adaptation, en fait c'est un peu difficile à expliquer, mais la trame générale va être la même, on va avoir la même ambiance, on va avoir la même idée. Comme je vous disais, on a un récit en fait qui est raconté, ça c'est aussi utilisé dans le film, donc on va avoir le récit de Victor, on va avoir le récit du monstre, donc comme dans le livre. Donc on a la même trame, on a la même structure, on va dire, dans les deux œuvres. Par contre, en termes de contenu, de vraiment les événements qui se passent, là, il a pris énormément de liberté. Il y a beaucoup de choses qui changent, je trouve. C'est explicable, oui et non, puisque en fait, dans ce film, pour vous donner l'idée générale, on va avoir moins cette dualité entre le bien et le mal et entre les apparences. Il va directement partir du principe que lui, ce qu'il veut montrer, c'est que l'apparence ne fait pas tout, que au final Victor, donc le docteur, enfin le créateur, est le monstre, et que le monstre
est en fait l'humain. C'est la ligne directrice qu'a choisi de prendre Guillermo del Toro dans ce film, c'est que vraiment on va partir du principe que c'est le monstre qui va être l'humain, c'est lui qui subit, c'est lui qui n'a pas de chance et puis voilà. Et Victor par contre est quelqu'un de méchant et qui va violenter en fait son monstre. Je comprends l'idée mais ça me gêne un petit peu qu'on ait quelque chose d'aussi manichéen en fait. Que ce soit vraiment, il y en a un qui est bien, il y en a un qui est mal. Ça m'a un peu déçue parce que justement, moi, je voulais voir dans ce film la dualité, la problématique, qu'il n'y ait pas de bien, qu'il n'y ait pas de mal, qu'il n'y ait pas une personne pour laquelle on a de la sympathie et une autre qu'on déteste. C'est ça qui m'intéressait, c'est ça que je voulais revoir dans ce film et que j'ai pas eu. Je vais passer à la partie avec spoil parce que ça va être plus simple. Alors, Frankenstein, je l'ai lu il y a quand même un petit bout de temps, hein. Je l'ai lu il y a 3-4 mois, donc j'ai quand même les événements qui sont un peu frais dans ma mémoire, mais c'est un peu imprécis. Donc il y a des moments, je vais vous dire, hein, mais je mettrai ça entre des grosses guillemets. Mais alors au niveau de toute la backstory justement de notre Victor, ça n'a rien à voir, d'accord. Entre le livre et le film, ça n'a rien à voir. Dans le livre, Victor est un enfant qui est aimé par ses deux parents, par sa sœur adoptive, par son frère. Enfin, il est aimé vraiment comme un enfant doit être aimé en fait dans une famille normale. Donc il n'a pas un traumatisme de jeunesse en fait, hein. Vraiment tout s'est bien passé, mis à part sa mère qui est morte, mais elle est morte d'une maladie, enfin je veux dire c'est pas dramatique comme dans le film, puisque dans le film son père ne l'aime pas, sa mère meurt très prématurément, il n'est pas du tout proche de son frère parce que son frère lui par contre est aimé de son père, et Elisabeth donc n'est pas sa sœur adoptive mais la promise de son frère. Là où dans le livre, comme je vous disais, il a une sœur adoptive et là c'est sa fiancée à lui. Donc Victor et Elisabeth sont censés se marier depuis leur plus jeune âge. C'est le désir de sa mère, l'a adopté justement Elisabeth dans ce but. Donc déjà on n'a pas du tout la même histoire d'enfance, on n'est pas avec le même personnage de base. Ensuite dans l'histoire donc du livre, le monstre de Frankenstein, quand il naît si on veut, quand il est créé, il va faire peur à Victor. En fait, Victor va vraiment prendre peur de ce qu'il a créé. Il avait cette intention de créer ce monstre, enfin cette personne, mais il se doutait pas que ça allait forcément marcher et il n'avait pas pensé à l'après, à comment ça allait se passer, de ce qu'il allait devoir faire, etc. Au moment où le monstre naît, il prend peur et donc il s'enfuit, ce qui va créer un énorme traumatisme pour le monstre parce qu'il va se retrouver tout seul, livré à lui-même alors qu'il ne sait rien, il ne connaît rien, il ne sait pas parler et puis il fait peur, donc les gens vont très mal réagir et comme il n'est pas du tout encadré, il est tout seul, en fait quand il va rencontrer des gens, ils vont avoir une réaction excessive et ils vont le violenter, ils vont le rejeter et donc ça va vraiment le traumatiser et on passe donc d'une âme qui est naïve, qui est pure, qui certes est dans un corps qui est très fort, mais on est sur quelqu'un qui est assez bon en fait en soi, mais par rapport à comment les gens vont le traiter et notamment dans la cabane, puisqu'il va s'attacher à un moment à une famille, il va vivre dans une petite cabane en fait qui est collée à la maison de cette famille et donc avec cette famille il va apprendre à lire, il va apprendre à écrire, il va apprendre en fait comment communiquent les gens, qu'est-ce que c'est qu'une famille bienveillante, de personnes qui s'aiment, il va apprendre l'amour en fait et il va vraiment se lier énormément à cette famille, il va avoir l'impression d'en faire partie, mais un jour où il va aller voir le grand-père de cette famille qui est aveugle, donc il va se présenter à lui, le vieil homme va lui dire qu'il est gentil, qu'il est poli et va beaucoup l'apprécier, sauf que quand le reste de la famille va arriver et va voir le monstre avec le vieil homme, ils vont prendre peur et juste par rapport à son apparence, en fait, ils vont le rejeter encore une fois, mais là ça va lui faire encore plus mal parce qu'ils voyaient que c'était des bonnes personnes qui le rejettent juste par rapport à son physique, en fait, c'est juste ça. Et donc ça va vraiment le casser, ça va le traumatiser, c'est un événement qui est vraiment très traumatisant et qui est très bien écrit dans le livre. Et donc par rapport à ça, il va faire des actes qui vont être très
mal, puisqu'il va tuer le frère de Victor, et il va donc menacer Victor de tuer Elisabeth si jamais Victor ne lui fait pas une fiancée, ne crée pas pour lui une compagne. Ce qu'il va faire en fait, c'est lui qui va tuer Elisabeth, et donc c'est pour ça que Victor va le poursuivre, le pourchasser pour pouvoir le tuer, et c'est là qu'on voit qu'en fait on a une escalade de la violence qui a fait que ces deux personnes ont maintenant une vie misérable, les deux se sont fait mal mutuellement et leurs destins sont clairement liés, et donc comme je vous dis en fait, si on se met dans la peau de Victor, on comprend qu'il ait pris peur parce que il n'était pas prêt en fait à s'occuper de ce monstre, il savait pas vraiment ce qu'il faisait, et on comprend aussi le monstre parce qu'à force d'être rejeté, à force d'être pris pour un monstre en fait par rapport à son physique, en fait il en devient un, et donc on a vraiment deux personnages qui ont des réactions qui sont complètement humaines, qui sont normales, et on voit comment les différents événements qui se sont passés les ont menés à ces extrémités en fait, et donc c'est ça qui est intéressant je trouve, là où dans le film en fait quand le monstre naît, Victor va l'emprisonner, il va le violenter, il va essayer de lui apprendre des choses, mais d'une manière très violente. Après, c'est la manière dont lui a appris parce que son père faisait la même chose, mais là on est face à un monstre qui ne sait pas, qui a beaucoup plus de mal à apprendre qu'un jeune garçon normal, donc il va le maltraiter en fait, il va maltraiter son monstre. Donc on a Elisabeth qui elle va prendre en pitié ce monstre, qui va développer une relation très particulière avec lui, et le soir où Elisabeth est censée épouser donc le frère de Victor, le monstre va apparaître chez Victor. J'ai oublié toute la partie avec la cabane, mais je vais revenir après dessus. Et donc c'est Victor qui va tuer Elisabeth parce qu'elle se met entre lui et le monstre. Donc on n'a pas du tout le même procédé, les mêmes événements, puisque là cette fois-ci c'est Victor qui tue Elisabeth. Certes c'est une balle perdue, enfin je veux dire elle n'était pas censée mourir, il n'était pas censé tirer dessus, mais c'est beaucoup plus figuré que dans le livre, quoi. Dans le livre c'est plus insidieux. Pour le passage avec la cabane, donc Frankenstein de la même manière va s'attacher à la famille, mais quand il va se présenter au vieil homme, déjà ça va être sur une beaucoup plus longue durée où il va développer du coup une relation avec ce vieil homme. En fait à un moment des loups vont venir et ils vont attaquer le vieil homme pendant que le monstre est en train de faire autre chose. Il va faire fuir les loups, mais la famille va revenir à ce moment-là et donc elle va penser que c'est lui qui a attaqué le vieil homme, et donc c'est par rapport à ça qu'ils vont le chasser et l'attaquer. Donc c'est plus un malentendu plus que vraiment par rapport à son apparence, parce que dans le livre vraiment il ne fait rien, le pauvre monstre il est en train de parler avec le vieil homme, et là on le chasse, on le tape, etc., on l'attaque juste parce que il a une apparence qui change, alors que là dans le film c'est parce qu'il y a un malentendu sur le fait que est-ce que c'est lui ou pas qui a tué le vieil homme. Donc c'est pas du tout la même chose en fait. Donc je trouve que dans le film, on fait vraiment passer Frankenstein pour un être bon, quelqu'un qui n'a rien à se reprocher, un être pur, et qui est aimé d'Elisabeth, parce que justement Elisabeth elle va avoir un sentiment très particulier avec lui, pas aimé en termes amour romantique, mais plus platonique, alors que Victor justement lui il est rejeté d'Elisabeth, il est violent, il est orgueilleux, c'est pas quelqu'un de bien en fait dans ce film, et on voit clairement que c'est lui le monstre et pas justement le vrai monstre. Donc je trouve que là c'est vraiment dit mais d'une manière c'est abrupt quoi, vraiment on nous matraque c'est pas subtil du tout, et il n'y a pas ce côté moral qui est très nuancé qu'il peut y avoir dans le livre, et c'est ça qui m'a manqué parce que c'est ça que je voulais voir en fait. Donc je trouvais ça un peu dommage. Donc en définitif, par rapport à mon avis, entre le livre et le film, je préfère le livre clairement. Le livre est très facile à lire, franchement, ça se fait très bien. Le film reprend, on va dire, la base générale du livre, l'idée et la structure. Mais par contre, au niveau de la morale, je le trouve beaucoup moins intéressant. En fait, c'est surtout ça. Il va être beaucoup plus manichéen. Et donc, ça m'a moins plu. Et je pense qu'en définitif, on peut faire un petit raisonnement comme ça. Écoutez-moi bien. Je pense qu'on peut faire un petit lien, puisque je vous ai cité quand même Liaison dangereuse et Frankenstein qui ont été adaptés cette année. Donc avec Merteuil et le film Frankenstein, et les deux j'ai les mêmes critiques à faire, c'est que dans le livre, donc dans l'œuvre originale qui date quand même, on est sur des personnages qui sont moralement gris,
si je le traduis, mais qui sont subtils en fait, qui vont pas forcément être des bonnes personnes. On n'est pas obligé d'avoir en fait quelqu'un de fondamentalement bon et quelqu'un de fondamentalement mauvais. On a un peu plus de subtilité, on va dire, dans les personnages, dans leurs ambitions, dans leurs buts et aussi dans leurs sentiments. Là où dans les films, on va être beaucoup plus manichéen et on va beaucoup plus nous expliquer les choses. J'ai l'impression qu'il faut absolument expliquer les choses, notamment là dans le film Frankenstein. On nous explique que Victor est mauvais parce que son père l'a élevé en le maltraitant, parce qu'il a été dur avec lui, parce qu'il a été méchant. On nous explique que Merteuil est devenue ce qu'elle est, donc un peu manipulatrice, tout ça, parce qu'on l'a manipulée, parce qu'on l'a dupée et qu'elle a été obligée de faire ça pour survivre. En fait, maintenant, dans les films de nos jours, j'ai l'impression qu'on se doit en fait de tout nous expliquer, de tout nous mâcher le travail, de nous montrer, oh regardez, ils ont tous des traumatismes, c'est pour ça qu'ils en sont là. Et puis on nous laisse pas nous-mêmes réfléchir en fait à la morale de l'histoire. On nous la force comme ça. On n'a pas en fait ce libre arbitre de se dire comment est-ce que j'aurais agi à la place du personnage, est-ce que je suis plus du côté d'un tel ou du côté d'un tel. On nous dit vraiment un tel c'est la bonne personne, un tel il est mauvais et on nous laisse pas choisir, on nous laisse pas réfléchir et forcément il y a un bon et il y a un mauvais quoi. Et c'est vrai que ce côté très manichéen maintenant des histoires et ce côté aussi très expliqué quoi, c'est-à-dire que dès qu'il se passe quelque chose, il faut qu'on nous l'explique, il faut qu'on nous montre qu'il y a un traumatisme, qu'il y a une explication de pourquoi telle personne va agir de telle manière, alors que c'est pas nécessaire quoi. Et notamment dans plein de livres, même si les livres sont plus détaillés, on n'est pas obligé en fait d'avoir forcément une cause pour avoir une conséquence quoi. Et ça je trouve que c'est un peu dommage, notamment avec des adaptations de classiques comme ça, parce que je pense que si c'est des classiques, c'est peut-être que ce questionnement de la morale du bien et du mal, je pense que c'est ce qui est intéressant et c'est ce qui a fait la popularité de ce livre, et donc je trouve que c'est un peu dommage qu'on l'occulte comme ça et qu'on veuille trouver des explications des gentils et des méchants. Donc voilà pour mon avis. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi si ça vous intéresse des vidéos de ce genre. Là j'ai fait un gros condensé parce qu'en fait j'ai mis beaucoup de temps à lire les livres et à regarder les séries, mais je pourrais essayer de faire des petites vidéos peut-être plus courtes avec peut-être une ou deux adaptations et faire ça plus en mode vlog en continu. Je sais pas, à vous de me dire, là je fais un peu comme je puis. N'hésitez pas à me dire justement si ce genre de contenu vous plaît, si vous aimez bien mettre en dualité comme ça le livre et l'adaptation. J'ai encore pas mal d'idées d'œuvres que je pourrais utiliser justement pour ça. N'hésitez pas également à liker, à vous abonner, ça aide énormément pour l'algorithme et je vous retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Ciao les hobbits!